Bienvenue à tous. Merci d'être présents donc, pour ce deuxième Café UX. L'idée des cafés UX, c'est de parler d'une thématique et puis de l'approcher sous un angle de l'expérience utilisateur ou l'expérience usagée en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité de demain et puis de la relation entre l'expérience usagée et les solutions de mobilité. Pour vous en parler aujourd'hui, on est deux personnes de chez Impact Positif. Donc, il y a Élodie. Alors, bonjour à tous. Donc, Élodie Piton, ergonome chez Impact Positif. Et sur les sujets de mobilité, j'ai notamment travaillé pour la Société du Grand Paris sur l'information voyageur et aussi pour la région Pays de la Loire pour l'application qui est un MAS, pour ceux qui connaissent, Destinéo. Voilà. Et donc moi c'est Pierre Fritsch, je suis UX designer et l'un des cofondateurs de Impact Positif. Et j'ai travaillé notamment chez un éditeur de logiciels qui était spécialisé dans le transport de personnes. J'ai accompagné plusieurs projets UX dans un ancien job aussi dans la région de Berne, c'est l'équivalent des TER bernois qui s'appelle BLS, sur le SAE, donc le système d'aide à l'exploitation. Et voilà, j'ai eu la chance de participer à l'évaluation du compte mobilité dont va nous parler Christophe, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Christophe Wolf. Alors, effectivement, je suis directeur mobilité à l'agglomération de Mulhouse. Sur le sujet mobilité, qu'est-ce que ça veut dire? On s'occupe de quoi? On s'occupe à la fois des transports en commun, de tous les services de mobilité d'une manière générale dans l'agglomération, et puis on travaille avec nos voisins, avec la région, pour faire en sorte que sur ce sujet-là, on aille de plus en plus vers une mobilité la plus durable possible. Merci Christophe. Merci Christophe. Juste avant de commencer, donc on va vous demander d'éviter d'utiliser le chat et plutôt, si jamais vous avez des questions, d'utiliser donc la fonctionnalité qui permet justement de poser des questions. Vous avez des petits symboles qui vous permettent de poser des questions et de réagir aux questions qui ont déjà été posées. Comme ça, on voit quelles sont les questions qui ont le plus d'intérêt et on fera un petit tri sur la fin. Et si le temps nous le permet, on pourra répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quand on parle de mobilité, effectivement, c'est une thématique assez cruciale en ce moment, notamment dû à tous les enjeux qui sont liés à cette thématique. Il y a la dépendance énergétique, en ce moment, on le voit bien. Il y a la question de l'environnement qui reste très présente sur le sujet de la mobilité, avec la réduction des gaz à effet de serre, notamment dû à la voiture. Il y a l'impact sur la santé, sur la sécurité. Donc, quand on pense santé, il y a les polluants issus des véhicules thermiques, mais ça peut être aussi la sécurité dans les transports routiers, puis les infrastructures liées au transport. Tout ce qui englobe l'égalité socio-économique, que ce soit l'accessibilité des transports à toutes les personnes, peu importe leur catégorie socio-professionnelle, leur lieu de résidence, et aussi leur accès finalement équitable à des lieux comme les lieux de soins, de services publics, de loisirs, de lieux de travail, etc. Il y a aussi le lien finalement de la mobilité face à l'attractivité de la région, ou d'une région, ou on aurait pu dire d'un pays. Le fait d'améliorer les conditions de vie des usagers sur une région, c'est ce qui va aussi faire que les gens pourront aller la visiter, en profiter le plus possible. Voilà, donc du coup, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces enjeux, pour encourager justement certains comportements, comme par exemple encourager les utilisateurs, les usagers à, imaginons, prendre plus de mobilité douce ou à les dissuader d'utiliser leur voiture, il y a déjà des choses qui sont mises en place, donc par exemple à travers de tarifs préférentiels, comme par exemple en Allemagne, il y a déjà eu un voyage limité pour 9 €. Il y a des choses qui existent. Au niveau des technologies aussi, il y a de plus en plus d'applications qui permettent de faciliter les déplacements. Au niveau de la réglementation aussi, il y a des choses qui sont mises en place. De plus en plus d'infrastructures, etc. On a aussi des choses qui sont faites au niveau communication et marketing, etc. La question, c'est tous ces facteurs qui permettent d'influencer, d'encourager les mobilités douces ou de modifier les comportements sont liés et vraiment pour nous, c'est un des éléments essentiels pour changer justement les comportements.
c'est ce qu'on appelle l'expérience usager, l'expérience des personnes qui vont se déplacer. Si on prend en compte cette expérience-là dans la conception des solutions proposées, à notre avis, c'est que comme ça qu'on va pouvoir justement faire changer les choses et améliorer, modifier les comportements de façon plus globale. Bon, là, il y a des études qui montrent que quand les gens apprécient une expérience, ils vont la recommander. En tout cas, le service qui propose cette expérience, il y a un réel impact de l'expérience usagée sur la thématique de la mobilité. Là, pour vous donner un exemple plus concret de ce qu'on appelle expérience, donc ça va être un petit peu toutes les interactions que va avoir un usager. Donc ça va être donc son vécu, son ressenti, tout ce qui va lui servir, par exemple sur un trajet. Bon, là, on a pris l'exemple d'un trajet d'un point A à un point B. Donc voilà, ça va être tout ce qu'il va ressentir, les points bloquants qu'il va retrouver sur son trajet, par exemple. Et effectivement, si cette expérience est positive, ça peut encourager certains comportements. Surtout si elle est négative, ça peut avoir des impacts sur différents aspects. Quand on parle de la mobilité, voilà, les usagers qui ont une mauvaise expérience, peut-être qu'ils sont mal informés, ils vont pas trouver leur chemin, ou alors ils vont avoir une information au mauvais moment, donc ils vont être peut-être perdus, mal orientés. Ils vont pas arriver peut-être à acheter leur billet, ils vont peut-être pas arriver à le valider, donc il y a aussi un impact sur le financier. Ils vont peut-être augmenter les demandes d'aide, donc appeler le support, aller se renseigner dans les boutiques, etc. Donc c'est aussi du temps en plus de personnel à mettre à disposition. Ça va être des gens, s'ils ont une mauvaise expérience, qui vont être stressés, frustrés, insatisfaits, et donc qui vont garder un mauvais souvenir finalement de leur expérience avec un service, ce qui peut avoir deux effets. Un, sur l'attractivité de la région. Donc voilà, on n'a plus envie de retourner dans cette région parce qu'on a eu une mauvaise expérience dans les déplacements, mais ça peut être aussi sur l'utilisation de solutions alternatives. Alors, au lieu de prendre le train ou le bus parce que je suis ballotté dans le bus ou que j'ai une mauvaise expérience dans le bus, je vais plutôt aller me déporter sur la voiture, ou alors ça va être utilisation de solutions alternatives, comme on parlait de MaaS tout à l'heure, donc les systèmes qui permettent d'utiliser différents types de transports. On en parlera un petit peu plus après avec le compte mobilité. Mais si une région, une collectivité propose une solution logicielle de MaaS pour se déplacer, l'utilisateur qui en est insatisfait va plutôt utiliser une autre solution, type Google Maps ou autre, sans passer finalement par ce qu'on va lui proposer. Alors, Pierre vient de vous parler du coup de l'impact d'une mauvaise expérience sur les usagers. Mais on a d'autres utilisateurs d'autres acteurs qui rentrent en compte dans la mobilité, qui sont aussi les personnes qui travaillent justement pour ces services ou qui mettent en place ces solutions-là. Et donc, si jamais ces personnes-là aussi vivent une mauvaise expérience dans leur travail ou ont un environnement de travail qui n'est pas adapté à leurs besoins, ça va aussi avoir une incidence. Donc, et sur eux-mêmes, donc sur les opérateurs, ça peut être lié à problèmes de santé, confort et autres. Et ça va aussi avoir des répercussions sur le service rendu derrière. Et après, c'est une boucle qui va se répercuter aussi sur les utilisateurs et qui vont eux aussi se plaindre. Et donc voilà, donc il faut aussi, donc là ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir aussi le fait que en plus des utilisateurs et des usagers des solutions, il y a aussi les opérateurs à prendre en compte. Ils ont aussi une expérience et c'est aussi important que cette expérience soit logique, prise en compte. Ouais. Alors, comment on fait Comment on fait pour justement créer une expérience qui soit à la fois utile, pratique et qui soit agréable? Alors nous, on a trois ingrédients qui ne sont pas secrets. Il y a le fait d'ancrer sur le terrain la conception ou l'évaluation de ces solutions de mobilité. Ça veut dire quoi, ancrer sur le terrain? Ça veut dire que l'idée, c'est pas de passer des mois derrière un bureau à imaginer des spécifications de comment va être la solution. C'est plutôt justement d'aller prendre le temps, d'aller vérifier sur le terrain comment ça se passe, d'aller suivre quelqu'un qui va cheminer d'un point A à un point B. Ça va être
passer du temps sur le terrain avec les opérateurs pour voir comment ça se passe en contexte, dans leur situation spécifique, pour justement comprendre tous ces petits freins, toutes les choses qu'on ne peut pas observer quand on est à l'extérieur. C'est aussi de ne pas se baser uniquement sur les données qu'on peut recueillir de façon quantitative, mais plutôt être aussi, et de compléter en fait ces données, mais avec du qualitatif et avec justement pour avoir une compréhension fine de comment ça se passe. L'idée, le deuxième ingrédient, c'est d'impliquer les bonnes personnes. Alors au bon moment, on aurait pu rajouter au bon moment. Les bonnes personnes, c'est en fait toutes les parties prenantes qui vont avoir un impact de près ou de loin avec l'expérience qu'on va proposer. Ça peut être des personnes, comme disait tout à l'heure Elodie, des opérateurs, le régulateur, le contrôleur, la personne qui va nettoyer le transport en commun, etc. Enfin, ça peut être assez large. L'idée, c'est pas qu'elle soit impliquée dans toute la phase de travail, mais qu'on prenne en compte aussi leurs enjeux, les enjeux en fait des différentes parties prenantes pour y répondre, pour les adresser, afin que ça matche avec l'expérience, avec les enjeux des utilisateurs, des usagers finaux, que ça matche avec les enjeux des autres parties prenantes et que la solution finalement soit la synthèse de tous ces enjeux. Le troisième ingrédient, c'est ne pas essayer de faire quelque chose de parfait dès le départ, parce que c'est un gros risque de se dire ok, on va imaginer quelque chose de génial qui répond à tous ces enjeux, justement, de créer quelque chose, de passer du temps et de l'énergie à le développer, à le mettre en service, installer des infrastructures qu'il faut pour le mettre en place, etc. Et de ne le tester qu'à la fin, c'est-à-dire à partir du moment où il est en place. Parce que là, c'est trop tard de se rendre compte de certaines choses qu'on aurait pu changer bien avant pour gagner du temps sur le temps finalement de modification, d'adaptation, de maintenance. Donc l'idée, c'est en fait d'y aller progressivement, de commencer peut-être avec un petit groupe de personnes, ou alors avec une petite région, etc. Enfin, selon le cas, hein, mais de faire les choses de façon itérative, pas à pas, pour améliorer progressivement les choses. Alors voilà, du coup, Pierre vient un peu de vous expliquer notre recette pour prendre en compte au mieux les besoins des utilisateurs finaux d'une solution, d'un service ou autre. Donc, pour certains, ça peut paraître assez logique, mais les projets tendent encore à fonctionner d'une certaine manière où on a la maîtrise d'ouvrage d'un côté, donc qui arrive avec ses objectifs, ses enjeux. Donc, ça peut être une collectivité qui a une problématique, qui va ensuite s'adresser à un maître d'œuvre. Donc, ce qu'on appelle un maître d'œuvre, ça va être les personnes qui vont avoir la casquette un peu faisabilité technique, qui va répondre à cette problématique-là. Et souvent, il manque encore parfois ce qu'on va appeler, nous, la maîtrise d'usage, donc qui va faire le lien, en fait, entre les deux, qui va être la compréhension des usages, qui va aller sur le terrain pour faire un lien entre la faisabilité technique et les enjeux et les objectifs et la problématique donc évoquée par la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et donc, pour en parler plus concrètement, on s'est dit que ce serait intéressant d'inviter justement quelqu'un qui a mis en place ce qu'on appelle cette maîtrise d'usage. Voilà, c'est Christophe. Donc l'idée, c'est que quelques questions et il va nous présenter de façon plus concrète un petit peu comment ça s'est passé. Alors si tu peux allumer ton micro. Ouais, il est désactivé. Super. Alors déjà, pour un peu placer le contexte, voilà, c'est quoi la mobilité dans l'agglomération mulhousienne? Si tu peux, en quelques mots, nous dire un petit peu quoi ça consiste. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde, quel est le périmètre occupé par le public là, qui nous écoute. J'ai vu qu'il y avait des Vélib à Mulhouse, donc il y a des Mulhousiens. Sur les mobilités, il n'y a pas de spécificité. Enfin, à Mulhouse, les questions de mobilité sont les mêmes partout. On a une agglo de 270 000 personnes. On a les problèmes liés à cette taille-là. On a des spécificités liées au caractère frontalier. On a des services comme le tram-train qui sont déjà des originalités parce que c'est ni un tram, ni un train, mais quelque chose un peu hybride entre les deux qui existe depuis maintenant plus de 12 ans.
Et on a mis en place le compte mobilité aussi en 2018, dont je vais dire un mot un peu plus détaillé. Avec ce compte mobilité, l'idée c'était quoi? C'était que on s'interrogeait beaucoup avec la région sur les moyens de faciliter les déplacements. La question que tout le monde se pose, c'est comment simplifier l'usage, notamment des transports en commun. C'est une question commune à tout le monde. On cherchait à mettre en place une sorte de carte orange, comme en Île-de-France. Et finalement, on s'est dit, après avoir fait un petit tour de France, justement, on s'est dit que on était sur des fausses questions, que le vrai sujet, c'était de toucher les gens dans leur quotidien. Dans leur quotidien à Mulhouse, tout le monde ne prend pas le train. Le train n'est pas le centre des déplacements. C'est important, mais ce n'est pas le centre. Donc, que l'objectif, c'était pas qu'on puisse faciliter, sauter d'un mode à l'autre, mais plutôt d'utiliser de temps en temps sa voiture, d'utiliser de temps en temps les transports, d'autres fois le vélo quand c'était pertinent, et de s'appuyer sur le smartphone qui prenait une place de plus en plus importante et qui devient un vrai outil pour s'orienter. Donc, à partir de là, l'idée, c'était de mettre un maximum, de faciliter l'accès aux services alternatifs à la voiture, y compris les services de stationnement. Pourquoi faciliter l'accès? Parce que chaque service a son propre univers, ses propres règles, ses propres tarifs, donc ses propres barrières à l'entrée, et c'est pas facile de rentrer dans les transports en commun quand on connaît pas du tout. On se pose beaucoup de questions. C'est pareil pour le Vélib. Où est-ce qu'on trouve la carte pour accéder à ces bornes, etc. D'où l'idée de de créer une application sur smartphone qui donne accès à un maximum de services. Il y a plus de services que ce qui est affiché là. Là, c'était le début, c'était les 3 premiers. Aujourd'hui, il y en a à peu près 5. Et justement, à l'époque, là c'est des screenshots du moment où on est intervenu. C'était quoi le contexte? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la problématique qu'il y avait avant on fasse cette étude, cette évaluation de... Oui, alors là, je parle de cette réflexion, on l'a engagée en 2015. Et donc, l'idée, c'était, on a vu tous les partenaires, ceux qui s'occupent du vélo, ceux qui s'occupent des parkings, ceux qui s'occupent des transports, etc. Et ils partageaient quand même cette idée de trouver des solutions pour simplifier l'accès. On a, du coup, dans le cadre d'une expérimentation, parce que ça n'existait pas, on a fait une étude de faisabilité technique, pour le coup, avec le groupe Transdev qui s'occupe beaucoup de transports en commun en France, et notamment à Mulhouse. On a validé on a validé la faisabilité technique. On s'est dit, c'est pas un système qu'on connaît, c'est pas un service qui existe. Il y en a qui sont en train de se développer en Europe sur à peu près ce modèle-là, cette idée-là, mais on pense que c'est possible. Donc, on a développé quelque chose avec une filiale de Transdev. Pour développer ce quelque chose, on avait déjà, nous, cette idée qu'il fallait qu'on travaille avec les utilisateurs et qu'on avait fait des tables rondes. Et pourquoi? Parce qu'on était vraiment dans cette idée, on est des ingénieurs et on sait que notre défaut, c'est de faire des expérimentations techniques et pas de faire un service qui rende vraiment service et qui puisse être approprié par les gens. Donc, on avait, dès le démarrage, quand même fait des tables rondes pour identifier les facteurs clés de réussite. Ça nous a très concrètement, par exemple, fait changer d'avis sur quelques principes de base. Quand tu disais avant, Pierre ou Élodie, je ne sais plus, qu'il ne faut pas attendre avant d'aller vers les clients parce que souvent il est trop tard quand on arrive au bout de ce qu'on voulait faire pour revenir en arrière. C'était typiquement le cas pour nous puisque, par exemple, on a évité cet écueil-là tout juste parce que, par exemple, il y avait déjà sur Internet différents services qui donnaient de l'information sur les mobilités, sur les transports. Et donc, nous, on s'est dit, on va se concentrer sur l'accès. Donc, c'est pour payer, pour réserver le vélo, pour décrocher le vélo, pour réserver, pour payer le parking, rentrer, sortir, pour payer le bus, mais pas donner l'info. Les gens nous ont tout de suite dit, mais si j'ai pas tout dans la même appli, ça ne servira à rien. Donc là, il y a eu vraiment un débat assez difficile chez nous pour orienter le service, en tout cas le développement de l'application, réorienter ce développement-là. Alors, j'en viens à votre implication.
Donc, en 2018, on a lancé le service avec Transdev dans le cadre d'un contrat d'innovation. Un contrat d'innovation qui dure 3 ans. Et donc, au bout de 2 années, la question se posait, comment est-ce qu'on continue après ces 3 ans? Est-ce qu'on garde l'outil qu'on a développé et on l'améliore? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Est-ce qu'on peut le reprendre puisqu'on a développé, il appartenait à la fois à la collectivité et aux développeurs. Il y avait un contrat où on se partageait la propriété. Est-ce qu'on garde et on l'améliore? Ou est-ce qu'on part sur un outil sur étagère? Et aussi, pour améliorer le service, est-ce qu'il faut en rajouter? On voit qu'il y a 3 services là, le vélo, le transport en commun, le parking, il y avait aussi l'autopartage. Et puis, on mettait aussi la location de vélos longue durée, pas que les Vélib. À Mulhouse, vous avez des vélos électriques qu'on peut louer au mois. Est-ce qu'il faut plus de services? Est-ce qu'il faut, dans chaque service, avoir plus de produits? Là, concrètement, dans les transports, vous avez les tickets unités, mais vous avez aussi de l'abonnement. Et puis maintenant, ça c'est nouveau, vous avez de l'abonnement annuel. Donc, dans chaque service se posent des questions de profondeur. Est-ce qu'il faut tout mettre ou pas? Ou est-ce qu'il faut améliorer l'interface, l'ergonomie, les fonctionnalités secondaires par rapport au service? On se posait ces questions. On avait, du coup, je réponds peut-être, j'anticipe peut-être. Oui, on avait engagé d'un côté une analyse technique. Est-ce que l'outil qu'on avait développé avec Cityway, est-ce qu'on peut nous le reprendre en main? Donc, il y avait un travail technique, notamment avec Clemcy, qui est une entreprise du territoire, pour auditer finalement l'outil technique, où la conclusion était de dire si la collectivité veut le reprendre et puis y travailler et continuer à développer avec d'autres partenaires, c'est possible. Parce que dans notre cadre-là, on devait relancer un marché public. Et du coup, on a aussi travaillé avec vous pour avoir un peu la réponse à ces autres questions-là. Vers quoi est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut plus de services, plus de profondeur ou plus d'ergonomie? Et là, ce qu'on a appris, c'était, la chose principale qu'on a apprise avec vous, c'était finalement qu'on avait atteint un objectif qui était de simplifier l'accès aux services, qui était notre objectif principal. Par contre, avec l'outil, et qu'on pouvait évidemment, sur la base de cet outil, il y avait des points ergonomiques à améliorer, c'était tout à fait possible. Par contre, si on voulait atteindre notre objectif de fond, qui était de faire changer de comportement les gens, en fait, on n'y était pas. Et ça allait être compliqué si on poursuivait dans la voie dans laquelle on s'était engagé, parce que, en fait, on a effectivement, c'est l'expression que j'utilise souvent, on a mis un couteau suisse dans la poche de nos usagers, en tout cas des utilisateurs du compte mobilité, mais chacun continue à utiliser la même lame. Et qu'en fait, on n'avait pas encore réussi à inciter les gens à leur faire évoluer les comportements. Et si on voulait faire ça, il fallait qu'on retravaille en profondeur le parcours client et donc l'ergonomie du service. Et c'est pour ça que finalement, on a décidé, c'était pas facile, de se passer de l'outil dont on était fier, d'ailleurs, un outil qu'on avait développé, et de partir plutôt vers un outil sur étagère, même s'il n'en existait pas tout à fait, mais de privilégier l'ergonomie du service, le parcours client, l'expérience utilisateur, en partant avec, on va dire, des opérateurs potentiels qui étaient natifs dans ce métier-là. J'ai déjà beaucoup parlé. Oui, mais c'est très bien. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. Non, mais c'est parfait. Et puis après, on va rentrer dans le détail de comment en fait on a fait pour arriver à cette conclusion. La conclusion finalement qu'on a fait, c'était de dire aujourd'hui, avec l'outil, le service proposé, les gens ils gardent effectivement chacun leur service. Il y en a qui utilisent que le Vélocité, enfin le compte mobilité que pour le Vélocité, parce que aussi dans la façon dont c'était la fonctionnalité, tout était divisé. Donc c'était vraiment siloté. Si je veux utiliser la voiture, je clique sur voiture et puis là je fais que la voiture, mais il n'y a rien dans le parcours, l'expérience utilisateur qui va m'inciter, qui va me proposer finalement une alternative ou qui va me dire tiens, si tu prenais le vélo là, tu gagnerais plus de temps ou ça serait moins cher, etc. Ce qui finalement est un peu la conclusion qu'on a réussi à faire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion? Voilà la démarche telle qu'on l'a proposée. Oui, du coup, c'était d'étudier finalement les interactions des usagers de l'ensemble du service
Et là, en l'occurrence, c'était via le prisme donc, de l'application. En ayant comme objectif de comprendre les freins réels des utilisateurs, donc voilà, si jamais il y avait des freins, et d'anticiper les futurs besoins et fonctionnalités pour finalement avoir du matériel pour faire les bons choix d'évolution et pour que la collectivité ait du matériel pour faire les choix qui ont suivi. Pour ça, on a fait donc, des tests sur le terrain, des focus group, un audit d'ergonomie. Et donc, je présente un petit peu les tests in situ. L'idée, c'est de, comme on disait tout à l'heure, d'aller sur le terrain, d'ancrer les apprentissages sur le terrain. On a commencé par ces tests avec un petit panel d'utilisateurs. L'idée, c'était de ne pas être dans la représentation totale de la population de la région, mais d'avoir finalement les utilisateurs principaux ou certains utilisateurs qui peuvent être assez clés dans l'usage du service. Donc, on avait des actifs, des étudiants, des retraités, des touristes. Et en fonction des différents profils et des différentes choses qu'on voulait tester, on a fait des protocoles de test, donc en voyant scénario d'utilisation du vélo, donc là, comment je fais pour savoir, enfin, utiliser l'application pour utiliser le vélo. On a suivi la personne pendant qu'elle utilise le vélo, raccrochage du vélo, et puis, comment ça s'est passé. Donc, pardon. Je change l'écran, le rendu de ces tests avec justement des personnes qui sont novices. Donc là, on a fait le choix de tester avec des gens qui ne connaissaient pas du tout le service pour aussi tester leur façon dont ils comprenaient, appréhendaient les choses. Ça nous a permis de cartographier l'expérience à un temps T, de voir voilà, quelles sont les différentes étapes que les gens vont vivre, comment est-ce qu'ils les vivent, quels sont les ressentis de chaque étape, et de voir là où il y a des moments négatifs, des freins, comme disait Elodie tout à l'heure, pour que dans la future version, la future solution qu'on propose, justement, ces freins soient levés et que ça accompagne, enfin, ça soit plus positif au niveau de l'expérience globale. Ensuite, pour venir compléter donc, cette étude, on a fait donc, des focus group. Donc là, c'était du coup des entretiens collectifs. Donc, on a mis autour d'une table plusieurs utilisateurs donc, de l'application pour ensuite en dégager certaines tendances. Donc là, par exemple, il y a un usager qui a émis une idée en disant qu'il serait intéressant de pouvoir utiliser donc, l'outil pour tous les parkings payants en sous-sol. Pour n'avoir qu'un seul dispositif. Donc là, ça nous donnait une information, une potentielle fonctionnalité en plus. Le principe de ces entretiens avec des gens qui utilisent le service depuis un petit moment, c'est aussi de pouvoir compléter l'avis des novices qui découvrent le service avec des choses qui sont plus mesurables dans le temps, qu'on ne peut pas observer juste en allant les accompagner à un moment donné, comme le suivi des factures, la gestion des transports au fur et à mesure, enfin dans leur vie quotidienne. Et la troisième chose qu'on a fait en parallèle des deux autres, c'est donc un audit ergonomique et fonctionnel qui est plus une approche objective par rapport aux deux autres qui sont très subjectives par rapport aux utilisateurs. Donc là, il s'agit de voir l'état des lieux finalement de l'application aujourd'hui en termes d'ergonomie des interfaces et en termes fonctionnels. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc là, ça passe par on passe au crible en fait chaque écran et chaque interaction du service en voyant qu'est-ce qui est de la bonne pratique, qu'est-ce qui est pas forcément de la bonne pratique. Et donc on a une grille de critères et des éléments qu'on peut vérifier pour voir tout ce qui est incohérent, tout ce qui ne fonctionne pas, pour faire des recommandations selon le cas. Et pouvoir voir, effectivement, ça permet aussi de savoir si l'application aujourd'hui, elle est pas techniquement fonctionnelle. Ça, c'était donc plutôt le rôle de l'autre prestataire, donc KMC. Mais aussi, de notre partie, c'était plutôt de voir fonctionnellement, ergonomiquement, est-ce qu'il y avait aussi des choses à modifier, à garder. Christophe, tu nous as un petit peu déjà expliqué les avantages d'une telle approche. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça ou... Bon, après, on peut en parler longuement. Un des éléments, par exemple, je disais que
je vais peut-être revenir un peu en arrière. Si on veut une mobilité plus durable dans un territoire, il y a plusieurs niveaux de réponse. La première chose, ça on n'en a pas parlé là, mais je le dis quand même, la première chose, c'est que les gens aient le choix. C'est-à-dire qu'on a effectivement plusieurs services à disposition. Alors, on peut toujours prendre un vélo. Par contre, si on fait 60 km, c'est peut-être pas une solution. Donc, il faut toujours, la première condition, ou premier étage, on va dire, c'est d'avoir le choix et donc qu'il y ait des services. Il y a un travail à faire, ça c'est notre job 95% du temps, c'est développer les services et donc développer les solutions de mobilité. Je dis souvent la V1 du compte mobilité, du coup, c'est faciliter l'accès, j'ai insisté là-dessus, faciliter l'accès à ces services quand ils existent. Et la V2, ça va être chercher les gens et essayer de faire en sorte d'inciter à utiliser les services alternatifs et de faire en sorte que quand ils l'utilisent, l'expérience soit la plus positive possible. Du coup, ça se traduit comment pour inciter? On le voit là, c'est-à-dire que dès la page de garde qui a été complètement refondue, on a une solution pour, enfin une question qui se pose, donc une fonctionnalité sur la recherche d'itinéraire. On ne l'avait pas fait dans un premier temps parce qu'on s'adressait plutôt à des gens qui connaissaient le territoire et qu'on n'avait pas un outil qui soit à la hauteur de ce qu'il existe sur le marché, j'allais dire, mais de ce que vous propose Google. On ne peut pas, sur ce sujet-là, proposer des solutions si on est vraiment moins bon que Google. Donc, on espère que bientôt ce sera le cas, mais en tout cas, l'objectif est là de dire il faut avoir une recherche d'itinéraire et même il faut que ce soit affiché assez haut dans les propositions qu'on fait aux gens pour que, au moins, quand eux se posent la question, parce que dans les phases de changement de comportement, il y a des phases amont où on ne se pose pas du tout de questions. Donc, dans ces cas-là, les gens, ils n'utilisent pas l'application du tout. Il y a encore d'autres choses à faire. Mais à partir du moment où on se pose des questions, il faut qu'ils trouvent les réponses. S'ils disent, tiens, je vais tester le bus ou le tram, il faut tout de suite qu'ils puissent trouver les réponses. Et donc, ça, c'est un des éléments forts, par exemple, de la version 2 du compte mobilité. Après, on vient de la lancer. C'est pas facile, c'est de migrer d'un service à l'autre, de base de données à l'autre. On est dans une phase où on va dire on termine le lancement et on corrige les bugs qui sont apparus dans cette phase de migration pour pouvoir demain vraiment exploiter le service tel qu'on l'a imaginé avec un nouveau partenaire pour le coup qui s'appelle Monkey Factory. Parfait. Très bien. Et justement, pour parler un petit peu du futur, on aimerait bien t'entendre sur les enjeux de demain finalement. Quels sont les questionnements pour demain? Alors, je parle beaucoup de changement de comportement. Pour moi, c'est vraiment ce métier-là qui a développé, notamment avec cet outil-là. C'est comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à changer de comportement. Il y a la recherche d'itinéraires, mais il y a tout un pan d'action qu'on ne mène pas encore, qu'on ne connaît pas dans nos métiers sur les mobilités publiques. C'est quels sont les incitatifs qu'on peut imaginer. C'est-à-dire comment on va chercher les gens, on va vers les gens pour leur proposer des solutions qu'ils n'imaginent peut-être pas. Donc, comment est-ce qu'on fait la promotion, comment est-ce qu'on de tel ou tel service. Aujourd'hui, typiquement, dans les transports, on fonctionne comment? C'est plus vous prenez un engagement fort d'utiliser de manière intense les transports, moins vous payez cher. L'abonnement annuel vous reviendra moins cher si vous utilisez beaucoup les transports que de prendre un ticket à chaque fois. Par contre, on n'a rien pour ceux qui veulent tester. Quand vous testez, c'est au prix fort. Du coup, on peut là tout à fait inventer avec le compte mobilité beaucoup de choses nouvelles, que ce soit des points de fidélité, que ce soit des tests gratuits pendant un certain temps ou un certain nombre de tests gratuits. Tout ça, c'est un domaine qui n'existe pas aujourd'hui, un métier d'ailleurs qui n'est pas connu par les opérateurs de transport aujourd'hui et qu'on est en train d'inventer, de mettre en place. Donc demain, on sera beaucoup sur comment inciter ou mettre en œuvre ce changement de comportement. Très bien. Parfait. Alors, on l'a vu un petit peu, les bénéfices finalement d'une démarche qu'on appelle centrée usager, c'est-à-dire de prendre en compte
l'expérience des usagers dans la conception, l'évaluation des solutions, c'est d'une part améliorer la qualité globale de l'expérience, donc générer de la satisfaction, potentiellement de l'engagement, changer les comportements, réduire les risques aussi. L'idée, c'est de limiter les erreurs, de limiter les frustrations, de limiter les coûts aussi de développement, par exemple, de fonctionnalités qui ne sont pas utiles ou pas utilisées. Et voilà, c'est aussi une aide à la prise de décision. Quand on choisit de faire évoluer un service, de savoir, on a peut-être une idée, c'est peut-être une bonne idée, c'est une hypothèse, allons la vérifier en se basant justement sur les réalités du terrain. Et donc, pour conclure un petit peu sur tout ça, on pourrait dire que l'expérience usagée, enfin, la démarche centrée utilisateur, vient nourrir, est un plus, vient nourrir l'innovation. Là, comme par exemple, il y a des startups ou des entreprises qui ont carrément transformé les usages qu'on connaît, comme Blablacar, Uber, Citymapper, qui est une solution, une application. Donc là, on parle de créer de nouveaux services, de créer de nouvelles solutions, de nouveaux outils numériques qui ont totalement changé les comportements des usagers. En comprenant justement les freins, la réalité de l'expérience pour l'améliorer. Voilà. Donc on va passer aux questions-réponses. Alors, pendant ce temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter. On est vraiment preneurs aussi de vos retours. On essaie vraiment de s'améliorer petit à petit pour le prochain Café UX, par exemple. Donc, on a mis un QR code. Si vous le scannez, vous aurez accès à un petit formulaire qui ne prend pas beaucoup de temps. Il y a 2 questions. C'est savoir un peu comment vous avez trouvé ce webinaire et puis nous donner votre avis. Ça nous sera très, très utile. Voilà, donc on va aller voir les questions et puis regarder un petit peu ce qu'il en ressort. Alors. Il y avait la question de faire uniquement sur un smartphone. Donc, est-ce que ça ne laisse pas une partie de la population de côté? C'est une question pour Christophe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors ça, c'est une question qu'on nous pose systématiquement d'ailleurs. Oui, tout le monde n'a pas de smartphone. Pour moi, la question n'est pas tellement de… aujourd'hui, si on veut… mon raisonnement est le suivant. Aujourd'hui, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, le smartphone est un outil d'aide à la mobilité des gens. En fait, en tant que collectivité publique, si on veut avoir un impact, si on veut inciter les gens à utiliser des mobilités plus durables, à changer de pratique, on ne peut pas ne pas être sur cet outil-là. Donc, notre devoir est d'y être. Notre devoir est aussi de continuer à rendre les services à ceux qui n'ont pas de smartphone. En fait, tous ceux qui… On n'enlève rien, ce n'est pas parce qu'on a le compte mobilité qu'on enlève quelque chose à ceux qui n'ont pas de smartphone. Au contraire, on travaille aussi sur les autres moyens d'accéder au transport et toujours. Mais par contre, je pense aujourd'hui, beaucoup ne vont pas vers le smartphone parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir toucher tout le monde. Je pense que c'est une erreur. Il faut absolument être présent parce qu'aujourd'hui, 84%, je crois, des utilisateurs des transports au niveau français ont un smartphone et c'est un pourcentage qui est de plus en plus important. Moi, mon raisonnement, c'est plutôt on ne peut pas ne pas y être. Moi, je compléterais aussi en disant que finalement, on parle beaucoup d'inclusion numérique, etc. aujourd'hui. L'expérience telle qu'on la comprend, nous, c'est pas juste la partie numérique, c'est justement l'accès à tout le service d'une expérience. Ça commence au moment où on découvre un service, au moment où on va aller peut-être en boutique, parler avec un agent, au moment où on va devoir téléphoner, enfin on peut téléphoner, au moment où on va utiliser la carte sur une borne mais sans son smartphone. Et le smartphone, c'est un moment dans l'expérience. C'est une des ressources qui fait partie de… Et souvent, on pense aux personnes âgées. Nous, on a rencontré, alors je ne vais pas faire une généralité de cas particuliers, mais on a rencontré des personnes âgées qui étaient très satisfaites du service, justement parce qu'elles n'étaient pas à l'aise avec le distributeur de titres qu'on trouve aux stations tram. Elles n'étaient pas à l'aise avec ce système-là et du coup, ça a simplifié leur expérience de déplacement
Et à tel point qu'il y avait même une personne, on a vu que sur son téléphone, il y avait 2 applis, WhatsApp pour discuter avec ses petits-enfants et le compte mobilité pour se déplacer à Mulhouse. Bon, les 2 applis avaient été installées par ses petits-enfants. Mais je trouve que c'est assez pas représentatif, mais symboliquement, c'est important. On a souvent cette idée que on va priver les personnes âgées de quelque chose. En fait, non, on rend service, y compris aux personnes âgées qui sont les premières à demander à simplifier les modalités d'accès à ces hauts transports. Alors, on a une autre question sur les personas. Est-ce qu'on en a fait pour catégoriser les résultats? Alors oui, effectivement. Alors, quand on parle de personas, on n'est pas dans des personas marketing. On parle de, je sais pas, de l'âge, etc. Là, on était vraiment sur des personas liés aux enjeux pour les personnes. Donc, il y avait, par exemple, l'enjeu, le touriste, parce que c'est pas du tout le même enjeu quand on habite à Mulhouse, qu'on connaît bien la ville, que quand on connaît pas du tout et qu'on vient visiter. Donc, voilà, ça, c'était des personas, par exemple, qu'on avait spécifiés pour les résultats. Et effectivement, le fait de pouvoir utiliser l'itinéraire, c'était une des recommandations qu'on avait fait parce que je crois que dans la V1, c'était très difficile de savoir où on était et comment aller, par exemple, dans un musée ou je sais pas, la Cité du Train ou un autre endroit à Mulhouse depuis un point A, parce que si on connaît pas, si on savait pas le nom de l'arrêt, c'était très difficile de savoir comment y aller. Et s'il y avait un Vélocité sur place ou pas. Aujourd'hui, justement, ça a été corrigé dans la nouvelle version. Alors, est-ce que la solution n'est pas de vouloir forcer un des systèmes de mobilité, mais plutôt d'avoir des hubs fournissant plusieurs types de mobilité et les mixer? Alors ça, peut-être Élodie peut en parler par rapport à l'intermodalité ou le... C'est peut-être plutôt une question pour Christophe. Okay. Peut-être que c'est une question soit d'intermodalité ou de multimodalité. Il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Il faudrait me répéter la question. Elle est assez experte. Alors, est-ce que la solution n'est pas de vouloir forcer un des systèmes de mobilité, mais plutôt d'avoir des hubs fournissant plusieurs types de mobilité et les mixer un parcours en métro puis vélo, par exemple? C'est justement ce qui a été fait, quoi. Oui, alors, moi, j'y vois, attention, dans le monde des transports, il y a, à mon avis, un travers, c'est que très vite, on rentre dans des problématiques d'intermodalité. Là, typiquement, on est sur un sujet d'intermodalité. Comment je fais pour prendre le train, puis le vélo, etc. C'est un sujet. Je n'essaie pas du tout de dire qu'il ne faut pas traiter ça. C'est effectivement un sujet. Par contre, au quotidien, dans l'agglomération mulhousienne, les gens ne sont pas sur des problématiques de je prends ma voiture, je termine à vélo ou je prends le train, je termine à vélo. Il y en a. Donc, il faut qu'il y ait des solutions pour eux. Mais si on veut un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les consommations énergétiques, il faut toucher du volume. Et le volume, ce sera sur, plutôt que de prendre ma voiture aujourd'hui, je vais prendre mon vélo. Plutôt que prendre la voiture pour du boulot au restaurant, je suis à Mulhouse, j'ai une solution tram, je prends le tram. Donc, attention à ne pas raisonner que sur l'intermodalité, c'est-à-dire que sur des trajets avec plusieurs modes de transport, mais aussi raisonner sur la masse et s'adresser à ceux qui utilisent la voiture aujourd'hui de bout en bout. Mmh. Très bien. On avait encore une question sur la ligne de train nouvellement remise en activité dans le 68. Il y a eu, je crois, une semaine gratuite de transport. Est-ce que ça fonctionne? Ça, du coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si Christophe a eu... Sur une ligne de train? Alors, dans le 68, il y a eu, je crois, une semaine gratuite de transport sur une ligne de train nouvellement remise en activité. Est-ce que ça dit quelque chose, hein? Moi, ça ne me dit rien. Sur la question de la gratuité, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, par exemple, dans l'agglomération mulhousienne, cette question a été posée, notamment pendant la campagne électorale 2020, et elle revient régulièrement. Du coup, il y a eu une réflexion entre élus avec les partenaires mobilité, les associations, et ce qu'il en est ressorti de notre côté, c'est que aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment le développement de l'offre.
et que pour développer l'offre, on ne pouvait pas à ce stade se priver d'une ressource qui ne pèse que, on va dire, 25% à peu près des coûts. Hein. Ce que paye l'usager, c'est que 25% des coûts des transports, mais ça reste chez nous de l'ordre de 10 millions d'euros. Et si on se passe de 10 millions d'euros, on n'a pas d'alternative, encore moins aujourd'hui avec la hausse du coût de l'électricité et des énergies. Pour un ordre de grandeur, on paye aujourd'hui 700 000 euros par an pour faire circuler les tramways, pour l'électricité. On a peur qu'à partir de 2023, ça passe à 3 millions, voire à 4 millions. Donc, vous voyez les enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les collectivités, c'est assez énorme. Ensuite, on a une question sur le diagnostic. Est-ce que votre diagnostic permet l'émergence de solutions qui vont au-delà d'une solution numérique, par exemple la signalétique sur le territoire? Alors effectivement, nous, on aime vraiment avoir une approche qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qui va prendre en compte un peu tout ce qui tourne autour de la problématique. Donc on va évaluer le service, notamment pour le compte mobilité, à travers le prisme de l'application. Mais finalement, tout ce qui se passe autour, ça va être lié. Quand on était avec un étudiant pour débloquer le vélo, par exemple, s'est posé la question du déblocage du vélo sur le téléphone, mais aussi comment est-ce qu'il va le débloquer sur la borne, est-ce qu'il comprend comment ça fonctionne, parce qu'il y a la signalétique, effectivement, de communication. Tous les facteurs dont on avait fait la liste tout à l'heure, donc il y a le tarif, la communication, les infrastructures, le service client, on ne l'a pas mis, mais on aurait pu le dire. Tout ça participe de l'expérience et nous, on essaie d'évaluer finalement, alors plus ou moins fortement selon les objectifs, on va essayer d'axer les choses et d'avoir un angle d'approche. Mais dès que ça rentre en compte en fait avec le service, évidemment, c'est lié. Et après, sur la façon dont les mettre dans les propositions, dans la nouvelle version qu'on va pouvoir imaginer derrière, évidemment, l'idée, c'est d'aller plus loin que juste l'interface numérique, puisque tout est lié dans une expérience. Et on avait encore une question. Est-ce que les changements d'usage ne dépendent pas majoritairement des infrastructures disponibles? Par exemple, l'utilisation du vélo qui est vraiment liée aux pistes cyclables pour se sentir en sécurité. Oui. C'est ce que je disais, c'était dans l'exemple que je donnais avant, c'est la base, c'est déjà que chacun ait le choix. Avoir le choix, c'est notamment ne pas avoir peur de prendre son vélo, que ce soit sur son trajet, que ce soit d'avoir peur de se faire voler son vélo à destination parce qu'on ne sait pas où le garer, etc., etc. Donc ça, c'est le premier étage, mais il faut aussi travailler à l'accès à ces services par ailleurs. Mais on est tout à fait d'accord, c'est vraiment essentiel. Voilà pour les questions, merci à tous. Donc voilà, on voulait encore vous remercier pour votre présence, pour vos questions. N'hésitez pas, si vous voulez discuter plus longuement, plus en détail de ces thématiques. Donc voilà, on était Impact Positif. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. C'est un plaisir de t'avoir et d'avoir ton témoignage. Et donc, ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur ce qu'on fait, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc impactpositif.fr. Vous pouvez nous écrire ou nous trouver sur LinkedIn. On est disponible. Et voilà, on va vous souhaiter un très bon après-midi. Et à bientôt pour le prochain Café Mix. Merci à tous. Au revoir. Merci.